ami, le docteur Larbi Bouhamran, qui est trésorier adjoint aussi dans la Société algérienne de médecine interne. Et vu que on n'a pas prévu de cadeau pour lui, je lui offre 5 minutes de mon temps. C'est tout ce que j'ai pu faire. Voilà. Alors, nous restons dans les facteurs de risque cardiovasculaire, mais on va parler d'un sujet, on revient dans les maladies inflammatoires chroniques, et donc là, la présentation va porter sur le risque cardiovasculaire dans les maladies inflammatoires. Comme vous le savez, les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques et dysimmunitaires que nous sommes tous amenés à prendre en charge en médecine interne et en rhumatologie, présentent souvent d'autres pathologies que les pathologies pour lesquelles nous les prenons en charge. Et en fait, ce sont les comorbidités. Ces comorbidités, le plus souvent, il s'agit de maladies cardiovasculaires qui sont particulièrement prévalentes. Alors, ces comorbidités sont plus élevées chez les patients qui présentent des maladies inflammatoires et dysimmunitaires que la population générale, du fait de l'inflammation systémique qui les caractérise, et d'autre part, en lien direct avec les pathologies, avec les thérapeutiques que nous utilisons pour lutter contre l'inflammation systémique. Alors, ces comorbidités contribuent à l'augmentation de la mortalité précoce, affectent la réponse au traitement et génèrent des coûts de santé qui sont importants, rendant leur prise en charge fondamentale. Malgré l'amélioration, vous avez vu ce matin quand on a parlé des maladies inflammatoires, malgré l'amélioration de toute la prise en charge des maladies inflammatoires, et vous avez vu l'apanage de toutes les thérapeutiques, la biothérapie, etc., que nous avons, que nous voyons, malgré cela, la prise en charge, la prise en charge reste difficile, la mortalité reste élevée. Cette mortalité, le plus souvent, est d'origine cardiovasculaire par augmentation des pathologies cardiovasculaires. Le surrisque cardiovasculaire est ainsi en lien avec ce qu'on appelle une athérosclérose qui est accélérée, secondaire à l'inflammation systémique, mais aussi secondaire aux facteurs de risque cardiovasculaire et aux thérapeutiques que nous utilisons. Et vous voyez dans ce graphe l'intrication des 3 paramètres dans la physiopathogénie des comorbidités cardiovasculaires dans les maladies inflammatoires. Alors, nous commençons par certaines, nous n'allons pas citer toutes les maladies inflammatoires, mais celles qui sont connues pour avoir un lien très étroit avec les pathologies cardiovasculaires. On commence par la polyarthrite rhumatoïde et cette étude, cette méta-analyse qui est apparue déjà en 2008 et qui a comparé, qui a étudié, qui a porté sur 24 études et qui a étudié la mortalité globale dans l'APR et la mortalité cardiovasculaire. Il en ressort quoi? Les événements cardiovasculaires qui ont été étudiés comprenaient les infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux et la mortalité cardiovasculaire. Les patients atteints, les résultats, c'était que les patients atteints de PR avaient un risque global accru de 40% pour les événements cardiovasculaires majeurs par rapport à la population générale. Ce risque était indépendant des facteurs de risque traditionnels comme l'hypertension, le diabète ou le tabagisme. L'augmentation du risque cardiovasculaire chez les patients atteints de PR était liée à une inflammation systémique persistante mesurée par des marqueurs comme la CRP et le facteur rhumatoïde. Une autre étude qui est sortie en 2023 et qui a porté sur 2050 personnes, dont 1308 personnes avaient une polyarthrite rhumatoïde. Les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde présentaient dans cette étude un risque accru d'accident cardiovasculaire majeur de 48% par rapport à la population générale. Une étude a révélé que 43% de ces patients nouvellement diagnostiqués avec une PR présentaient un risque intermédiaire ou élevé de morbidité cardiovasculaire sur 10 ans et 76% avaient un risque intermédiaire ou élevé de mortalité cardiovasculaire.
L'analyse a identifié la PR comme un facteur de risque indépendant pour les maladies cardiovasculaires avec un autre ratio qui se rapproche de 2. Ce qui est important et on va revenir là-dessus tout à l'heure, c'est que les traitements biologiques anti-TNF ont réduit le risque de ces événements de 30%, alors que les AINS ont augmenté ce risque. Alors, plusieurs mécanismes interagissent pour 2 secondes, hein, parce que là j'ai un problème pour le. Bon, c'est pas le. Non, c'est pas le pointeur, c'est. Non, كبر لي هذه سقيتها لي بزاف هذيك نسيتها بزاف faut juste هذه تكبرها voilà خلاص c'est bon voilà. Alors il faut savoir que plusieurs mécanismes interagissent pour amplifier le risque de maladies cardiovasculaires dans l'APR. Alors, l'activité accrue, comme vous le savez, dans l'APR, va voir l'augmentation de cytokines inflammatoires qui vont augmenter. Ces cytokines inflammatoires vont entraîner des modifications quantitatives et qualitatives, comme vous voyez, des liquides, ce qui va entraîner un complexe auto-anticorps contre l'APR avec ces cellules spumeuses qui sont sont là, qui sont créées parce que il y a des modifications lipidiques au niveau de la paroi. Qu'est-ce qui va arriver? On va avoir des complexes qui sont produits entre ces auto-anticorps de l'APR avec ces cellules spumeuses et ceci va faire en sorte qu'il y ait une augmentation du stress oxydatif qui va entraîner une dysfonction endothéliale et donc une augmentation des mécanismes cardiovasculaires. Dans cette étude qui est apparue en 2022, qui montre carrément l'impact de l'IL6 et de la CRP sur le risque cardiovasculaire, mais cette fois pas dans l'APR, mais dans le lupus. On a remarqué que les niveaux d'IL6 et de CRP sont élevés chez les patients atteints de lupus avec des valeurs 3 fois supérieures à celles des témoins sains. Une corrélation directe a été observée entre ces biomarqueurs inflammatoires et l'épaississement de l'intima média carotidienne, un indicateur précoce de l'athérosclérose. Les patients présentant les niveaux les plus élevés de CRP et essentiellement de CRP ultrasensible ont un risque accru d'AVC et de coronaropathie par rapport aux patients qui ont des CRP moins basses. Alors, comment on peut expliquer le lien entre le lupus et le risque cardiovasculaire? On revient à cette athérosclérose accélérée. C'est pratiquement la même chose que dans l'APR, c'est juste que ici, on a un endothélium vasculaire qui va subir une série de modifications inflammatoires pouvant entraîner à la formation d'anticorps dirigés contre ces cellules endothéliales. Alors, les LDL, les molécules lipidiques qui vont être présentes dans la paroi et qui vont être secondaires à cette modification de l'endothélium vont se lier à de l'oxygène et ça va former ce qu'on appelle des LDL oxygénés qui vont activer ensuite les macrophages et les cellules dendritiques favorisant l'athérosclérose en inhibant les lymphocytes T régulateurs chez les patients atteints de lupus. Les lésions vasculaires vont s'accélérer et les mécanismes de réparation vasculaire seront moins efficaces. D'autres facteurs ont été incriminés, d'autres sont encore en voie d'études, par exemple les APLL, la CRP ultrasensible, on en a déjà parlé, la paraoxonase, la diminution de la vitamine D qui a été observée chez les lupiques qui font une atteinte cardiovasculaire et enfin la leptine
pour lesquels il y a encore des études. Alors, dans les MICI, cette fois, là aussi, on a remarqué que le risque cardiovasculaire était élevé dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et on a remarqué qu'ils avaient un risque accru de maladies cardiovasculaires de 35%, majoré 35% par rapport aux témoins. Là aussi, il y avait une augmentation significative de la CRP et du fibrinogène. Et l'utilisation aussi prolongée de corticostéroïdes chez ces patients, parce que c'est le traitement qu'on donne en première position, était associée à des modifications, à une dyslipidémie et aussi à un risque de thrombose. La physiopathologie, c'est qu'il y a une sécrétion de cytokines comme dans les autres pathologies inflammatoires, et les patients qui présentaient aussi également une diminution du nombre de cellules progénitrices endothéliales circulantes, une dysfonction endothéliale et une possible interruption du microbiote intestinal, ainsi qu'une augmentation des pièges extracellulaires de neutrophiles. Alors, encore une autre pathologie, ce sont les vascularites, et nous citons la vascularite celle dont le professeur Omnia a beaucoup parlé ce matin et qui était vraiment associée à un risque cardiovasculaire, c'est l'arthrite, c'est la maladie de Horton, c'est l'arthrite à cellules géantes. Les patients atteints d'arthrite à cellules géantes présentent également un sur-risque cardiovasculaire. Et il faut savoir qu'après l'ischémie rétinienne, les événements cérébrovasculaires sont le deuxième événement cardiovasculaire le plus fréquent dans la CG, risque qui est supérieur à la population générale et reste l'une des principales causes de mortalité précoce chez ces patients. Dans une étude rétrospective multicentrique, 28% des patients ayant un AVC lié à la CG sont décédés dans les jours ou les semaines qui ont suivi l'événement cardiovasculaire. Alors, les anti-inflammatoires que nous prescrivons beaucoup, est-ce qu'ils sont anodins sur le problème du risque cardiovasculaire? Eh bien, dans une étude publiée en 2017, on a évalué le risque d'infarctus du myocarde associé à l'utilisation des AINS courants, y compris le diclofénac, l'ibuprofène, le naproxène, le rofleximide et les célécoxib que vous connaissez. C'est une méta-analyse qui a utilisé des données individuelles de patients provenant de plusieurs bases de données de soins de santé en Europe et au Canada. L'analyse a inclus 446 763 individus dans 61 460 cas d'infarctus du myocarde. Alors, le résultat, l'utilisation de tout AINS était associée à une augmentation du risque d'infarct du myocarde. Le risque était le plus élevé au cours du premier mois d'utilisation des AINS et avec des doses élevées. Et parmi les AINS, le rofleximib, le rofecoxib présentait le risque le plus élevé, suivi du diclofénac, de l'ibuprofène et du naproxène. Alors, dans cette étude, on a comparé le canakinumab c'est un anti-interleukine 1 bêta, aux AINS, et les résultats, c'est que le groupe qui recevait 150 mg de canakinumab a présenté une réduction significative du 15% du risque d'événements cardiovasculaires majeurs par rapport au groupe placebo, au groupe qui prenait juste des anti-inflammatoires. Ce qui fait que dans cet article qui est apparu en 2024, nous avons une liste de toute la thérapeutique utilisée dans les maladies inflammatoires et nous voyons que les AINS augmentent le risque d'événements cardiovasculaires, les anti-TNF diminuent, en tout cas dans l'APR, le risque d'événements cardiovasculaires, mais une grande déception par rapport aux anti-JAK, les JAK inhibiteurs qui, jusqu'à maintenant, ils ont été comparés et ne présentent pas et ne diminuent pas le risque cardiovasculaire dans les maladies, quand on les utilise dans les maladies cardiovasculaires. Ce qui fait que depuis 2012, les recommandations de l'EULAR sur la prise en charge du risque cardiovasculaire proposent de prendre en charge le patient dans sa globalité,
mais aussi d'envisager de donner un traitement par statine et d'antihypertenseur dès lors que le risque cardiovasculaire est augmenté. En conclusion, les maladies inflammatoires et les maladies dysimmunitaires ne sont plus l'apanage que de l'interniste ou du rhumatologue. C'est une pathologie qui nécessite la coordination entre médecins généralistes, internistes, cardiologues, rhumatologues pour la prise en charge du risque cardiovasculaire dans les rhumatismes inflammatoires. Il faut savoir donner la main au cardiologue ou à l'interniste qui prend en général le patient dans sa globalité. Il faut savoir évaluer le risque cardiovasculaire par les scores, et les scores HOP quand le patient est supérieur à 70 ans, et bien sûr de faire attention aux thérapeutiques que nous avons, que nous prescrivons en rhumatologie, et puis confier le patient à qui de droit en cas de risque cardiovasculaire élevé. Et je vous remercie. Merci, professeur Ebrer.